Voilà, merci beaucoup. Il est avec nous. Johnson Boutaragaza Ishara. Voilà. Il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente d'IGEC RDC, défenseur des droits humains et chercheur en gouvernance sécuritaire et peace building. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean. Bien portant. Bien portant. Oui, pour la santé, ça va. Mais psychologiquement, on n'est pas encore très bien portant parce que le pays dans une zone de turbulence. Donc, c'est à tout moment que on reçoit des messages, des nouvelles qui découragent parfois, qui troublent. Voilà. Donc, c'est dans cette étape psychologique que nous sommes jusqu'à présent. Quelle étape psychologique alors que vous parlez de l'instabilité? Le pays se prépare à un gouvernement souminois 2, le pays se prépare à aller à Doha, ce qui a une sérénité. Oui, parler de souminois 2, c'est une chose, mais atteindre les résultats entendus par le peuple, c'est une autre chose, parce que avant qu'on passe à l'étape 2, il faut d'abord qu'on examine l'étape 1. L'étape 1, c'était quoi? Quels sont les résultats aujourd'hui qu'on peut dégager du gouvernement souminois 1? Parce que on voit au niveau de la défense, celui qui était ministre de la Défense avant l'arrivée de Souminois a été reconduit dans le même gouvernement de Souminois avec un autre ministère. Comme qui dirait, il a bien fait à la Défense, on lui donne un autre poste pour qu'il se repose un peu. Et celui qui a été là à la Défense, celui qui est là à la Défense aujourd'hui, quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui, que ce soit avant Souminois, des entités sont tombées dans le main de l'ennemi, que ce soit pendant Souminois, l'honorable député qui vient de me précéder sur cette chaise, il est en train de parler de la situation sécuritaire en Ituri. Il faut aussi rappeler une dimension importante, c'est que quand l'armée ougandaise est arrivée en Ituri, j'ai suivi même le haut commandement militaire au niveau de la province qui était surpris, Monsieur Jean-David, surpris de l'arrivée d'une armée étrangère dans votre pays et dans votre province, soit en disant que voilà, on va d'abord poser la question à Kinshasa. Donc on sent quand même qu'il y a un désordre qui cache son nom dans la défense de la patrie aujourd'hui. S'agissait également du ministère de l'Intérieur, parce qu'il faut en parler, c'est tous les jours qu'il y a des cas d'insécurité, même dans les grandes agglomérations. Aujourd'hui, Kinshasa est en train de battre record par rapport au braquage armé aujourd'hui, et on n'arrive pas à dégager les responsabilités, savoir qu'est-ce qui est à la base de tout ça. Et dans les grandes villes en dehors de Kinshasa, on sent qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et est-ce que c'est Souminois 2 qui vient corriger Souminois 1? Quel est le décryptage aujourd'hui qu'on peut dégager par rapport à ce qui a été fait? Parce que je crois, dans toute honnêteté, Monsieur Jean-David, l'évaluation d'un gouvernement est faite sur base du discours d'investiture de la Première ministre. Qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit que le gouvernement va améliorer le social. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'état des lieux aujourd'hui du social du Congolais? On a dit qu'on va travailler sur la question de la sécurité nationale et imposer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Le gouvernement souminois 1, à quel niveau ils ont imposé l'autorité de l'État par rapport aux zones qui étaient déjà occupées? On sent plutôt que l'ennemi se balade. Quand il veut, il peut attaquer des villages à Walikale, à Lubero, il avance aisément au niveau également de Chabunda, dans la province de Sud Kivu. Il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Et moi, je pense par contre que je trouve que c'est un gouvernement de trop auquel on veut passer. Un gouvernement de trop? De trop, parce mais que le chef de l'État veut de l'efficacité. Il veut de l'efficacité, c'est que vous avez Souminois qui a fait une année, et puis il veut du sang neuf pour rebooster certaines choses. Non, mais l'efficacité, parce que ceux qui sont arrivés là-bas, on les a traités des warriors. Les warriors, ce sont des guerriers. Alors, qu'est-ce que les guerriers ont fait pour qu'ils ne soient pas efficaces par rapport à ceux qui vont venir encore? Ceux qui vont venir, on va les appeler comment? Parce que moi, je trouvais qu'au-delà de l'efficacité, le président parlait d'un gouvernement d'ouverture. C'est-à-dire, le président craint qu'il
il y a une menace en face, une menace armée. Il y a une autre menace qui peut également circuiter la République, c'est cette menace non armée. Si jamais le pays venait de s'éclater à l'intérieur par des mécontentements voilà, des autres qui ont refusé de prendre les armes, et le président estime qu'il faut qu'on tire ces gens dans le gouvernement. Donc on n'est pas en train de résoudre au fait le problème du Congolais lambda. Parce que le problème du Congolais aujourd'hui, c'est de savoir comment on arrive à stabiliser aujourd'hui les taux d'échange. Le pouvoir d'achat prend de l'ascenseur. L'insécurité aujourd'hui, est-ce que c'est avec le gouvernement de rotation en rotation qu'on arrive à trouver? Parce qu'il faut également un élément fondamental qu'il faut savoir, M. David. Quand on veut remplacer un gouvernement, ça ne se fait pas par baguette magique. Il y a ceux qui étaient là, qui viennent de laisser beaucoup de dossiers en jachère. Il y a ceux qui arrivent, qui ont pas moins de 6 mois pour s'acclimater et entrer en fond dans le dossier. Mais pendant ces temps-là, la République est en train de sombrer. Et moi, je trouve plutôt, j'ai dit que c'est un gouvernement de trop parce que il y a de fortes préoccupations internes. Et les préoccupations, c'était du genre, voilà, le gouvernement est revenu de Washington. Il y a un cahier sur la table, un cahier de charges sur lequel ils sont en train de vouloir répondre. La CENCO a fait son travail pour apaiser les sensibilités et on sent certains opposants qui disent « nous nous inscrivons dans la logique de l'ANSECO », c'est-à-dire nous devons nous asseoir en tant que Congolais pour qu'on se parle en face en réalité. Et moi, je voulais également profiter de cette caméra pour rappeler désormais, j'espère que Télé 50 ne permettra plus que les gens viennent nous dire ici que le président sortant n'est plus congolais, parce qu'enfin la cour militaire a mis fin à tout le débat en parlant de l'identité. Et je pense qu'en tant qu'un Congolais, nous devons être sérieux. Il y a cette question-là entre le président sortant, dont aujourd'hui, je ne sais pas comment son dossier est en train d'être géré de la manière la plus cavalière que possible. Je ne m'aimerais pas tomber dans ce qui amène souvent le chef de l'État à aller dans ces dossiers comme si on tombe vraiment dans la gestion des émotions et on oublie l'essentiel pour la République. Il y a ces dossiers-là, des opposants non armés qu'il faut gérer. À l'interne, on s'assoit, les couches de la force vive. Il y a également ce dossier qu'on est en train de vouloir traiter à Doha avec une opposition armée qu'on a transformée en une opposition armée, mais avant, c'était un pays qui nous agressait. Alors, on est à Doha avec des gens qu'on a refusés pendant plusieurs mois, on ne pourra jamais prendre langue avec ces gens-là. Donc, il y a des questions fondamentales qu'il faut régler. Est-ce que la priorité de la République, c'est de changer le gouvernement? Parce que même en changeant le gouvernement, il y a aussi une dimension des coûts budgétaires. L'entrée et le sortie des gens. Oui, mais c'est que c'est le même gouvernement, on a juste réajusté certaines têtes. C'est Souminoua qui est là, on a réajusté certaines têtes pour plus d'efficacité. Je pense aujourd'hui qu'il y a une forte peur qui est en train de vouloir également s'installer au sein de l'Union sacrée. Parce que quand on voit la manière, vous avez vu ces images qui ont quand même attiré l'attention de plus d'un Congolais, où on est habillé comme si on partait dans une célébration fictive. Je pense qu'on a l'impression que l'Union sacrée est en train de craindre un éclatement à son sein. Parce que s'il y a des mécontents, ça risque également de s'aggraver et amplifier une opposition non armée. Alors pour contrôler tous ces assoiffés ou tous les appétits de ceux qui sont à l'intérieur, il faut savoir comment jongler avec voilà, regroupement, personnalité, ainsi de suite. Et encore une fois, je dis, dans cette question-là, où est la part du Congolais lambda? Monsieur David, heureusement qu'il vous arrive de faire le province de ces pays. Quand vous arrivez dans ces provinces, dans ce village, il y a un aspect fondamental qui retient notre attention. C'est chaque fois, quand on arrive dans ces villages, on se pose la question, est-ce que les autorités arrivent dans ce coin? Est-ce qu'on voit comment le Congolais souffre? Qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter ce genre de sort? Et il y a toute une équipe à laquelle on a confié le mandat de pouvoir trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Alors maintenant, et ça n'arrive pas malheureusement. Doha, c'est déjà pour ce 8 août, c'est-à-dire le vendredi, que souvent c'est 6e round, ou Doha 6. Mais jusque-là, certains préalables ne sont toujours pas respectés. Est-ce que de Doha 6, cette fois-ci, sortira-t-il quelque chose de bon?
Alors, dans la ligne où vont les choses, même quand on a suivi la tension qui animait la République après Doha 5, on pouvait tout simplement conclure que il faudrait qu'on comprenne qu'à Doha 6, on ne va pas avoir ce qu'on veut vraiment avoir. C'est pourquoi moi, je voulais attirer l'attention de l'homme politique congolais. La démarche de la CENCO serait une démarche sur laquelle les Congolais devraient se concentrer et trouver. CENCO et CC, ces deux marches-là. Oui, mais je dis bien. Elle est suspicieuse. Oui, c'est pourquoi j'ai dit... Les politiques disent que c'est suspicieux. Non, c'est pourquoi j'ai dit, quand on gère la République avec des émotions, on tombe souvent sur des débats subjectifs et ça ne permet pas à la République d'avancer. Comment acceptez-vous d'aller parler avec des gens que vous avez traités de patins, que vous avez traités de marionnettes, mais vous refusez quand même de parler avec les compatriotes à l'interne? Parce que vous savez que dans le conflit, il y a les conflits qu'on appelle les conflits intra-groupes. Il y a également des conflits intergroupes. Aujourd'hui, si on peut prendre le volet gouvernement et ceux qui sont à Goma aujourd'hui, on va dire que c'est un conflit intergroupe parce qu'il y a un groupe à Kinshasa et un groupe à l'Est. Quand on parle du conflit intra-groupe, c'est-à-dire dans le même groupe de ceux qui sont à Kinshasa, il y a des gens, d'abord c'est par là qu'il faut trouver des solutions. Parce qu'il n'y a que la voie où les Congolais peuvent s'asseoir pour dire nous ne voulons plus que les sangs continuent à couler. Nous ne voulons plus que le pays, aujourd'hui, quand on voit de la manière dont l'État blanc est peint aujourd'hui sur la situation économique, sécuritaire, à l'est du pays comme au pays en général, on a l'impression qu'on a fait plus de 20 ans en arrière, monsieur David. Il y a un tissu culturel qu'on vient de déchirer dans la province du Nord Kivu, d'ici Kivu, où les communautés, on ne sait plus quel discours on va tenir pour leur dire ce qui s'est passé, voilà, c'est passé. Repensons le Congo autrement. Alors, avant qu'on puisse aller sur des dossiers qui peuvent encore une fois de plus s'énerver, je pense que Doha, on risque de chuter par encore une répétition de l'histoire. C'est-à-dire, le 23, vous avez suivi sa communication, enfin, parce que même le ministre de la Communication est en train de citer nommément le 23. Un 23 veut qu'on libère d'abord ses prisonniers politiques. C'est 700 prisonniers. 700 prisonniers. Pour moi, c'est un préalable, même en technique de négociation, ça ne marchait pas comme ça. Les négociations n'ont pas encore commencé. On est en train de finir finir d'abord à mettre le décor, avant que, c'est ça, quand on dit, on se met d'accord sur les principes. Maintenant, il faut négocier pour savoir les préalables. Mais eux veulent d'abord que cela soit respecté. Deuxièmement, on sent également qu'il y a une très mauvaise compréhension, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, s'agissant de la libération des zones occupées. Alors, pour le 23, pour eux, ils ne vont pas occuper, et ils ne vont pas se retirer, ça ne fait pas partie des préalables. Pour le gouvernement, ça devrait être parmi les préalables pour permettre à ce qu'on instaure l'autorité de l'État. Donc, on sent quand même qu'on a l'impression que celui qui a écrit les communiqués n'est pas celui qui a signé les communiqués. Celui qui a écrit les communiqués avait sa compréhension. Il ne comprend pas peut-être les réalités sur le terrain. C'est lui qui a écrit le communiqué. Non, vous savez, quand vous avez maintenant une facilitation, par exemple des Arabes, vous avez une facilitation aussi des États-Unis, je pense, il y a des facilitateurs qui, quand ils vous mettent ensemble, parfois, si vous ne gardez pas votre tête sur le des épaules, vous risquerez d'être sous haute tension. Vous négociez sous haute tension parce que vous avez un médiateur puissant qui peut vous écraser si vous voulez badiner avec son temps. Les Américains ne badinent pas avec les temps. Également, les Arabes, ils savent que la productivité, le facteur le plus important, c'est le temps. Et que nous ne savons pas capitaliser le temps. Alors, quand vous avez déjà des facilitateurs comme ça, il y a deux choses où vous pouvez dire oui et pourtant au fond vous savez que c'est non. Et on l'a compris parce que quand tous, on voulait bien qu'ils fassent toutes ces déclarations à Doha pour qu'on comprenne. Mais chacun, quand il est arrivé dans sa zone, il commence maintenant à raconter de sa manière. Et dans le processus de négociation, ça prouve tout simplement que la question de la bonne foi n'est pas là. Et que quand il y a déjà cette crise-là de bonne foi, on peut tout simplement conclure que ça aurait été mieux qu'on passe autrement comment résoudre cette problématique. Le problème, c'est aussi au niveau de la médiation. Comment? Non, le problème, c'est à tous les niveaux, mais plus pour les acteurs. Les acteurs, parce que quand vous suivez ceux qui sont à Goma,
il faut vous raconter toute une litanie de cahiers de charges qu'ils souhaiteraient. Et que parfois, je sais qu'eux-mêmes savent qu'il y a beaucoup d'impossibilités dans ce qu'ils proposent. Déjà, quand ils commencent à évoquer même les schémas du fédéralisme, c'est comme s'ils oublient que nous sommes dans une situation particulière où cela ne devrait même pas être mis sur la table pour qu'on puisse en parler. Et je sais qu'ils aiment trop suivre Télé 50 et je pense que ce n'est pas également la priorité pour la République. Mais quand vous écoutez également le gouvernement congolais, bon, c'est pour la première fois que je vois un accord qui attire l'attention du ministère des Communications où il fait des tournées pour expliquer. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'il y a des zones d'ombre dans cet accord. Parce que quand l'accord est clair... Mais pourquoi vous voulez faire comprendre? Pourquoi vous voulez faire des tournées pour expliquer chaque phrase? Et pourtant, déjà, l'accord est disponible. Ni n'est censé ignorer la loi, c'est comme ça qu'on nous a toujours dit. Et quand il y a un principe comme ça, qui lit notre pays, c'est considéré que tout Congolais peut accéder et lire, comprendre. Mais parce que dans ça, il y avait beaucoup de zones d'ombre. Il n'y a que deux qui attirent moi mon attention. On parle d'abord, par rapport à Washington, on parle des retours des réfugiés. Moi, je suis du Nord Kivu. Vous savez, même quand on évoque la question des réfugiés, on a tendance à poser la question, qui sont exactement ces réfugiés? Ils viennent d'où? Quelles sont leurs identités? Et là, ça va nous faire encore un cheval de Troie et ça va créer... Donc, on pense avoir résolu un problème, mais on crée 10 autres problèmes. Le deuxième problème, on nous dit... C'est complexe, le retour des réfugiés. Oui, c'est complexe. Bon. Parce qu'à ce niveau-là, le Rwanda devrait célébrer parce que c'était son combat de tous les jours. On parle qu'il y a des réfugiés congolais au Rwanda. On veut bien. Nous sommes un peuple accueillant, M. David. Nous sommes un peuple hospitalier. Nous voulons qu'ils rentrent, mais il faut les identifier. Et quand on arrive au schéma d'identification, c'est là que ça pose problème. Vous êtes parti quand? Chez vous, c'est où? Quelle est votre généalogie? Ça pose problème. Mais entre-temps, on dit, ils vont quand même rentrer. Nous voulons bien, mais il faut que cette question soit traitée avec beaucoup de sérieux. Et c'est pourquoi j'ai décrié même, quand on a parlé, les délégations qui partent à l'international dans les pourparlers pour représenter la République démocratique du Congo sur des questions de l'Est. J'ai l'impression qu'on a décidé d'anéantir la sagesse orientale. Parce que la sagesse de l'Est dans la gestion de ces conflits, il y a des sages qui connaissent bien le vrai problème. Et souvent, ils ne sont pas là. Et ils sont souvent surpris à apprendre, voilà. Et ça aussi, ça a été validé. Il y a la question maintenant des FDLR. Bon, on doit savoir également que dans l'histoire de ce pays, moi je suis enfant de Goma, pendant les RCD, le Rwanda avait dit nous allons anéantir les FDLR. RCD a fait à Goma plus de 3 ans. Est-ce qu'on n'a pas anéanti les FDLR? Ils sont venus encore dans une autre mission, CNDP, 1-23-1. Ils ont dit également FDLR. Et moi j'ai assisté à un retour massif de militaires rwandais qui ont quitté les forêts congolaises, disant que nous avons fait un travail incroyable dans l'anéantissement des FDLR et les autres se sont rendus par ces programmes-là. Ils ont dit ça, Oui, ils ont dit ça, des Boutaouka, ils sont rentrés que... Voilà. Bon, maintenant, quand le gouvernement accepte qu'on va traquer les FDLR, de quels FDLR s'agit-il? Parce que quand on dit comme ça, ça veut dire qu'on accepte que ces FDLR sont là. Bon, maintenant, il faut le trouver. Il faut le trouver, mais il faut savoir, M. David, que nous avons des territoires, c'est-à-dire le territoire de Rutshuru, nous avons le territoire de Masisi, où à une grande proportion des populations parlent, bon, certains peuvent parler de Kinyabusha, les autres peuvent parler de Kinyarwanda, mais c'est une langue qui n'est pas qui n'est pas à confondre, plutôt qui est à confondre avec le Kinyarwanda. Bon, maintenant quand on trouve des gens qui ont résisté tout en parlant cette langue, on trouve une jeunesse engagée pour protéger leur territoire. Nous craignons que ce soit maintenant ces jeunes qui ont constitué hier une résistance en disant nous sommes les propriétaires de ces territoires, nous allons protéger que ce soit la cible de cette opération qu'on veut appeler. Donc, je pense vraiment que ce soit Doha, il faut vraiment qu'il y ait du sérieux dans le traitement de ce dossier parce que tout ce que nous voulons, c'est que la paix revienne à l'Est. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer à Goma, c'est dangereux. Je sais qu'il y a des responsables politiques qui sont à Goma, qui peuvent nous suivre. Au niveau de la colline qu'on appelle Mogoma, on a installé un camp où on torture des hommes jour et nuit. Au niveau des Saké, si vous êtes
Si on veut vous isoler, on vous amène également en sac. On vous torture et parfois il y a des hommes qui ne sont pas en train de revenir. Ce qui a été le bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu est transformé aujourd'hui à une prison ou à un mouroir à ciel ouvert. Des familles sont en train de pleurer jour et nuit devant la porte. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Si c'est vrai, c'est pour la République que nous devons trouver des solutions. Ce ne sont pas ces citoyens lambda qui doivent payer aujourd'hui les prix en étant torturés, en étant tués, en étant intimidés, estorqués par-ci, par-là, parce que cette question, si elle est politique, elle doit être gérée par le politique. Les civils ne devraient pas payer maintenant le pot cassé dans cette histoire. Merci beaucoup, Johnson Ishara, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à partir de Goma. La République démocratique du Congo vaincra. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.